Je m'appelle Lucas Soularue, j'ai 23 ans, je suis étudiant en 3e année à l'Institut de formation Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. J'ai choisi la profession d'infirmier parce que j'avais besoin d'un métier humain. D'un métier où il y avait du relationnel et où on peut permettre aux gens de se sentir mieux. Ce qui m'a intéressé dans la formation, c'est le fait de partager la vie de quelqu'un, un instant T, et qu'il puisse en ressentir soit dans un meilleur état ou qu'il a un accompagnement, soit en sa fin de vie, soit face aux difficultés qu'il va rencontrer dans sa vie. J'ai eu connaissance du métier infirmier parce que j'ai été un enfant malade, dû à un staphylocoque doré où j'ai eu une grosse hospitalisation. De plus, dans ma famille, on est beaucoup dans le paramédical. J'ai une de mes cousines et un cousin qui est dans le milieu vraiment médical, un qui est chirurgien, et ma cousine qui est infirmière chez les chirurgies des Grands Brûlés. Mon handicap, c'est que j'ai un trouble de l'attention majeur, une dyslexie, une dyspraxie, une dysorthographie. Pour le trouble de l'attention majeure, cette pathologie se manifeste par des fois une difficulté de concentration et aussi un besoin de mouvement et d'action en perpétuel, ce qui est en adéquation avec le métier. Par contre, pour la maladie des 10, la grande difficulté, ça va être l'absorption de connaissances vis-à-vis des mots complexes, comme certains médicaments en pharmacologie, et aussi par rapport à la retranscription des transmissions, où des fois on ne saura pas prioriser de la même manière les soins que certains autres soignants. Et aussi avec les fautes d'orthographe qui peuvent heurter certains autres soignants. Mes ressources face à mon handicap que j'ai eu ont été, dans un premier temps, d'avoir été déclaré au CP par mes professeurs. Dû à ça, j'ai eu un traitement pendant toute ma jeunesse du Concerta, qui est un médicament qui a un but de canaliser l'enfant hyperactif avec trouble de l'attention pour qu'il puisse déjà réussir convenablement ses études en lui permettant d'avoir une concentration optimale au détriment de sa capacité émotionnelle. J'ai eu aussi pendant de très nombreuses années 15 ans d'orthophoniste et d'ergothérapeute et de psychomotricienne parce qu'un enfant hyperactif ayant une maladie des 10 a énormément de problèmes de gestion de l'espace. Et aussi, dû à la maladie des 10 au grand complet, j'ai eu énormément de difficultés pour l'apprentissage de la langue française, sans parler de la langue anglaise. J'ai eu aussi l'accompagnement de mes parents qui ont donné toutes les chances de pouvoir réussir. Ma scolarité s'est passée en général plutôt bien. À part que le CP, je l'ai redoublé, mais suite à ça, j'ai eu mon brevet avec mention assez bien, mon bac avec mention assez bien. Mes connaissances vis-à-vis des aptitudes d'information, je n'y connaissais pas réellement. En fait, ça a été surtout une image d'une personne qui fait le lien entre le patient et le médecin, qui va donner les médicaments, qui va en prendre soin, qui va rassurer la famille. Et c'est dès que j'ai commencé la formation, dès mes premiers stages, où je me suis rendu compte qu'on avait un véritable rôle au point de vue des médicaments, pour informer le médecin ou l'alerter, et aussi une énorme personne ressource vis-à-vis du patient et de sa famille. On permet une meilleure continuité des soins et une optimisation, que ce soit sur le temps de passage du patient en milieu hospitalier, que peut-être même une importance dans sa vie future. Mes appréhensions avant de rentrer en formation étaient déjà vis-à-vis de ma pathologie, car un infirmier doit faire pas mal de rédaction quand même, une partie administrative qui a été conséquente. Il y a aussi tout ce qui était la partie de l'autonomie face à tout ce qui était recherche d'information ou de suivi de l'information. Il y avait aussi par rapport au fait que dans 3 ans, j'allais être diplômé et rentrer sur le monde du travail. Tout ça était assez stressant pour moi au début, car je commençais à en prendre conscience.
Dès le début de ma formation, j'ai parlé à l'équipe pédagogique déjà de mes besoins, déjà en retransmettant au référent de promo mon dossier MDPH, à Monsieur Bertrand à l'époque, car il n'y avait pas encore de référent handicap, c'est qu'en troisième année qu'il y en a eu un. Dans ce dossier, j'avais un tiers-temps, c'est un supplément de temps pour les partiels, et en plus, une indication que j'avais l'autorisation d'avoir mon ordinateur pour les partiels, car mon écriture est peu lisible si je n'ai pas le temps de bien écrire, du fait de ma dysgraphie, dyspraxie et dyslexie, le mélange des trois. J'ai informé aussi mes référents pour que toute l'équipe soit au courant de mon handicap, pour pas qu'il y ait de quiproquos ou de mauvaises interprétations par rapport à certains de mes agissements, ou qu'il y ait un manque de cohésion entre eux, car ces pathologies sont quand même des pathologies relativement lourdes, pouvant impacter ma scolarité. Une fois que les étudiants se manifestent, nous, à l'école, on va avoir une notification du médecin qui va nous prescrire, c'est comme une prescription, prescrire des besoins d'aménagement de l'étudiant. Et ensuite, je vois moi au niveau de l'Institut ce qu'il est possible de mettre en place ou de ne pas mettre en place. Vis-à-vis de ma pathologie à l'intérieur de l'Institut de formation Théodore Simon, j'ai toujours été très bien accompagné pendant ces 3 années. Que ce soit par le référent pédagogique ou par mes référents, j'ai toujours eu une réelle écoute de leur part vis-à-vis de mes difficultés. Mais c'est en 3e année que j'ai eu un référent handicap qui était Madame Hamel, qui m'a suivi, qui m'a rapidement pris un rendez-vous avec moi déjà pour se présenter avec son nouveau statut, me représenter mon dossier avec les modifications qu'il devait y avoir, avec de nouveaux papiers vis-à-vis de la MDPH, aussi pour voir mon devenir en tant que futur professionnel de santé et les aménagements que je pouvais avoir et que je pouvais demander. Mon ressenti, mon vécu vis-à-vis de la formation, déjà, il faut le remettre dans le contexte, c'est qu'on est à la promo Covid à 100%. Donc, dès ma première année, on a connu le Covid avec les cours en distanciel et les TD en distanciel, jusqu'en 3e année quand même. Donc, on a été pas mal impacté. Donc, tout ce qui était lien relationnel entre étudiants était peu existant. Et on ne connaissait pas toujours très bien tous nos formateurs. Donc, il y avait une certaine pauvreté relationnelle lors de ces 3 ans. Personnellement, pour moi, ça a été des cours qui ont été très difficiles. Car déjà, je ne voyais pas toujours visuellement mes formateurs et même je les voyais que sur un écran. Et les interactions ne se faisaient pas toujours dans l'immédiat. On parlait surtout sur Teams, sur la partie conversation. Donc j'avais plus ou moins du mal à bien suivre les conversations, du fait déjà de mes difficultés. Et les CM où quelqu'un parle en libre discours, j'avais aussi du mal. Pour l'enregistrement, que ce soit des connaissances ou même leur réappropriation. Il y a eu beaucoup de travail seul, ce qui d'un côté m'a permis d'être beaucoup plus acharné, mais d'un autre côté m'a mis à certains moments dos au mur car je me suis senti extrêmement seul aussi. Heureusement, en 3e année, on a eu la chance de pouvoir réavoir des cours et des TD et des TP en présentiel. La grande difficulté que j'ai eue vis-à-vis des CM en général, c'était l'acquisition des connaissances sans pouvoir en fait les redistribuer à ma manière. C'était vraiment en fait déjà l'apprentissage de la pharmacologie. Ça a toujours été assez compliqué pour moi, même si j'ai validé toutes les UE. Mais c'était surtout l'acquisition en fait de certains mots compliqués qui pouvaient me poser problème. Mais là, c'était par rapport à ma pathologie qui était la dyslexie, la dyspraxie et la dysorthographie. On peut travailler sur un système de questions qui va être peut-être plus facile pour l'étudiant dans les réponses. Ça peut être des étudiants qui ont plutôt besoin d'être isolés dans un endroit vraiment calme, sans stimuli extérieur, bruit, lumière. Voilà, il y a vraiment, c'est très spécifique en fonction de la personne et du besoin de la personne.
Tout au cours de ma formation, j'ai toujours été très bien suivi vis-à-vis de ma pathologie, surtout en distanciel, où là, clairement, ils m'ont proposé des ordinateurs et tout de suite sur Internet, ils m'ont mis en tiers-temps avec les aménagements nécessaires. Donc, je ne me suis pas senti isolé vis-à-vis de ma pathologie. Vraiment, c'est sur ça que j'appuie. C'est que j'ai toujours eu une écoute, j'ai toujours eu en fait des formateurs qui étaient là pour me soutenir et m'encourager. Mes plus grands découragements, ça a été surtout en stage. Parce que pour beaucoup de soignants, en fait, l'étudiant est une personne qui a déjà énormément de savoir. Et pour eux, avoir un handicap invisible, c'est quelque chose en fait qu'ils ne prendront pas conscience. Souvent, ils vont avoir des réflexions qui n'est pas due en fait contre vous, contre la pathologie en soi, mais surtout due à une méconnaissance. Par exemple, la dyslexie en tant que telle, on la connaît, pour nous ça va être des fautes d'orthographe, mais ce n'est pas que ça. Parce qu'avec la dyspraxie, la dysorthographie, ça va être aussi un trouble des fois un peu du langage, que ce soit déjà sur le langage professionnel où on aura du mal des fois toujours à l'utiliser. Le trouble de l'attention, ça va être même la position des fois au lieu de stage, où on va soit aller trop vite pour eux, soit on va avoir, ils vont dire des fois des tocs, mais en fait ça va être des habitudes pour nous rassurer et surtout pour optimiser en fait notre temps de travail qu'ils ne comprendront pas. En fait, leur point de vue sera quelque chose où ils ne se baseront que sur leur perception des choses. Et jamais en fait sur celle de l'étudiant. Pour eux, c'est l'étudiant qui doit s'adapter au formateur, et pas l'inverse. Et c'est ça surtout que j'ai ressenti. C'est que la bienveillance que je pensais retrouver toujours en stage n'y était pas. Donc c'est souvent à nous de nous adapter et de nous renforcer. À créer une carapace, à essayer en fait de rentrer dans la case, même si des fois elle n'est pas adaptée pour nous. Nous, on est dans un autre cadre. On est dans l'accompagnement d'un étudiant dans la réussite de ses études vers l'insertion professionnelle. Et dans l'idéal, ce serait vraiment de pouvoir travailler avec nos hôpitaux partenaires pour construire un parcours avec ces étudiants qui ont des besoins plus spécifiques, pour sécuriser leur parcours et travailler avec les hôpitaux, pourquoi pas vers une insertion professionnelle par la suite. Alors c'est vrai que ça oblige à repenser aussi les organisations de travail pour redispatcher en fonction des compétences des uns et des autres. J'ai eu de très très bons stages. J'avoue qu'on retient souvent le négatif, mais moi je vais retenir principalement le positif. Les stages qui se sont très bien passés m'ont renforcé mon capital humain, mon capital émotionnel, l'empathie, mon envie d'aider l'autre et surtout mon orientation future. Ces stages où j'ai eu des difficultés ou des fois même je n'ai pas apprécié, ça a renforcé après mûre réflexion, après remise en question, ma volonté d'être soignant. J'ai eu des tuteurs de stage qui étaient vraiment incroyables, que ce soit en psychiatrie ou vraiment... J'ai eu le cadre de service et l'équipe soignante qui m'a emmené même en VAD. On m'a fait participer comme un réel soignant. Je me suis senti vraiment faire partie d'une équipe. Le second stage, ça a été en libéral où clairement, ils me considéraient comme un soignant en tant que tel. Pour le stage qui s'est passé aux urgences, vraiment, j'ai jamais vu autant de pathologies et interagi avec autant de patients. Et mon stage en dialyse qui m'a renforcé ma position en tant que soignant et mon envie de devenir un infirmier. Et pour terminer, ça a été mon stage en musique qui m'a montré en fait que les patients chroniques, c'était vers là que je voulais me diriger et que notre métier, c'était que de l'absorption de connaissances au cours de notre parcours. Vis-à-vis de ma pathologie sur les lieux de stage, en fait, pour les stages où ça s'est très bien passé, ce qu'ils ont tout de suite mis en place, c'était déjà une écoute vis-à-vis de moi, pour savoir à peu près en quoi consistait ma pathologie. Vraiment une volonté d'absorber des connaissances pour pouvoir
au mieux déjà comprendre si c'était des lacunes ou un mauvais apprentissage ou même de la fainéantise. Parce que sur les lieux de stage où ça s'était mal passé pour certains, ils pensaient en fait que soit j'apprenais mal, soit en fait que j'en faisais qu'à ma tête. Et que c'était ma volonté en fait de pas vouloir bien travailler et que je voulais juste partir du stage. On avait du mal en fait à m'écouter, ou on me laissait en fait qu'une seule chance pour répondre, ou même pour pouvoir essayer de rentrer dans leurs critères. Dans les stages où ça s'est très bien passé, en fait, ils m'écoutaient, ils faisaient en fait des échanges avec moi pour voir où j'en étais par rapport à mes connaissances. Et ils se rendaient compte en fait que j'avais beaucoup de connaissances, mais que des fois j'avais du mal à assembler ou à pouvoir le transformer en phrases et à que ce soit vraiment compréhensible pour tous. Et même sur ça, des fois on me chambrait, comme quoi j'avais plus de facilité à parler à un patient qu'à un soignant. Parce que le seul problème, c'est que des fois, quand on a des difficultés et des pathologies, on a du mal en fait à parler à quelqu'un qu'on considère être la personne qui va nous évaluer. Car on considère qu'on a toujours un risque de faire une faute qui va nous être reprochée. De ce fait, quelqu'un qui a certaines pathologies peut avoir des tendances à en fait tout mélanger dans sa tête, avoir une accumulation de stress très intense à un instant T. Donc l'élocution en prend déjà un coup. Et si déjà la pathologie touche l'élocution, ce qui va en sortir ne sera jamais bon. Pour le vécu relationnel, ça a été quelque chose qui a été très riche. Déjà sur le point de vue des patients, avec qui ça se passait relativement toujours très bien. J'étais toujours très épanoui en leur présence. J'avais toujours envie en fait de leur apporter des connaissances pour qu'ils soient autonomes, pour que dès qu'ils sortent en fait du milieu hospitalier, qu'ils puissent se réapproprier leur vie. Du moins, c'était mon objectif. Et surtout, en fait, pas qu'ils soient seuls face au monde médical, face à son vocabulaire, face à cette pression qu'ils peuvent ressentir, parce que l'hôpital, c'est pas chez soi. On nous casse nos habitudes. Donc pour moi, vraiment, j'étais là pour les rassurer, leur expliquer en fait comment ça va se passer, et aussi pour voir en fait leurs besoins à l'instant T, pas que leur pathologie. Les activités de soins qui ont été les plus difficiles pour moi, ça a été tout ce qui est transmission orale et écrite. Parce que déjà, des fois, je suis un grand anxieux. Et quand je connais pas très bien les gens, j'ai tendance à stresser assez rapidement et à avoir une difficulté à parler. Et surtout lors des transmissions orales, par exemple quand j'étais aux urgences, j'étais face à l'équipe du soir ou du jour car j'ai fait les deux, où en fait j'étais face des fois à 10 personnes où je devais parler distinctement et assez fort pour que tout le monde puisse m'entendre. Et malheureusement j'avais tendance à bégayer ou à me mélanger des fois les pinceaux. Mais malgré tout, à la fin du stage, j'ai réussi à parler distinctement sans aucune difficulté. Et les transmissions écrites, ma grande difficulté, c'était aller à l'essentiel. Et pas du tout à m'éparpiller à droite ou à gauche. Il y a beaucoup de soignants, pour eux, certaines informations étaient considérées comme inutiles, ou pour moi, elles me semblaient importantes parce que ça concernait le patient en tant que tel, ou des petites choses où il fallait mettre en lien par rapport soit au traitement médicamenteux, soit compléter l'information pour qu'elle soit la plus lisible pour le soignant d'après. Ça a été vraiment une vraie difficulté pour moi, car il fallait aussi avoir la vision en fait du soignant du service, avec les habitudes qui vont avec. La relation avec le patient s'est toujours bien passée, ça a toujours été quelque chose où ça a été un moment agréable dans tous mes stages, et c'était des fois une petite bouffée d'oxygène pendant une période de la journée. Le plus apprécié dans la formation, il y a eu plusieurs points que j'ai vraiment appréciés. Déjà, il y a eu l'UE optionnel, que j'ai adoré, c'était la médiation artistique. Ça a été aussi l'interaction avec certains de mes professeurs, ils se reconnaîtront, où avec eux j'ai énormément échangé, où ça a été très plaisant, où vraiment des fois ça m'a permis de me mettre au clair dans ma tête et de me redonner du courage pour avancer. Et aussi de très belles rencontres.
Ma future prise de poste, je l'envisage déjà dans l'éducation thérapeutique ou dans les patients chroniques. Vraiment rester en fait sur des soins qui sont relativement de longue durée avec un but d'autonomiser le patient au maximum pour qu'il se réaccapare leur vie et pour avoir en fait vraiment une action sur le long terme avec eux. Les conseils que je donnerais à un étudiant en situation de handicap déjà, c'est de se rapprocher du référent handicap. Dans un premier temps, qui m'aide à ma mail, qui sera à la disposition de l'étudiant pour l'informer, pour l'orienter et aussi pour répondre déjà à ses questions par rapport à tout ce qui est aménagement. De plus, ces référents en général sont très à l'écoute des étudiants pour les aider dans leur vie en général au vu de leur vie étudiante. Aussi, le conseil que je donnerais sur les lieux de stage, c'est vraiment l'information. Il faut informer le cadre, car ça va être la personne en fait tampon entre le lieu de stage et l'école. Après, le vrai conseil que je donnerais par rapport à tout ce qui est cours, déjà, c'est d'avoir un bon groupe de potes pour pouvoir bien complémenter les informations entre vous. C'est ce qui me semble le plus judicieux pour avoir un noyau solide, pour confronter des pensées, pour améliorer votre réflexion soignante. Pour moi, ce serait ça qui serait ce qui est de mieux. Un vrai travail d'équipe. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.